et ça nécessite effectivement beaucoup de temps soignant en général. Avant le dernier cas clinique pour vous achever de cette journée, on va vous faire passer les petites feuilles des... Après Ouais, bon, alors après. Je vais essayer de... Donc, dernier cas pour cette journée, on va essayer de... Alors, on avait parlé du petit Clément. Mais après Clément, il y a Enzo, son frère qui est venu, qui a 7 ans. Donc Enzo, il avait les mêmes antécédents familiaux, il n'y avait pas grand-chose à dire, un asthme maternel. Et puis lui avait déjà fait 2 bronchiolites à 3 mois et 6 mois. Donc maintenant, vous savez, il a fait 2 bronchiolites, donc il y a peut-être quelque chose qui sous-tend ça. Un asthme qui était dit asthme du nourrisson, qui n'était pas suivi, donc pas de choses particulières. Il revient pour tout rhinorrhée depuis 7 jours, il n'a pas de fièvre. Et puis dans la nuit, brutalement, sa détresse le réveille, sa gêne respiratoire s'aggrave, il siffle, il tousse beaucoup, il a des difficultés à parler. Quel diagnostic fait-il? Bien joué. Crise d'asthme sévère, hein, quand même. Pourquoi sévère? Parce qu'il y a une détresse qui apparaît la nuit, mais ça c'est assez classique. Ce qui va nous inquiéter là, c'est ça. Difficulté à parler. Ça, retenez, faut pas se dire c'est un enfant, il a 7 ans, il n'a pas envie de me parler. Ça peut arriver qu'il n'ait pas envie de parler aux soignants, mais peut-être qu'il n'arrive pas à parler. Donc asthme qui ne parle pas, on va tout de suite le rentrer dans la case sévère et il va falloir un traitement plus actif. Donc il est amené aux urgences. À l'arrivée, 88 de SAT. Non, vous me dites, 88, il a 7 ans, c'est presque un adulte. Là, on est particulièrement... Enfin, on commence à être inquiet. Hein, il est franchement hypoxique. Là, il va avoir 60 de PaO2, je pense. Il est quand même polypnéique. Hein, 35 par minute, c'est au-delà de la normale pour cet âge-là. La fréquence cardiaque à 7 ans, c'est voilà, normale, ça va être 90. Hein, donc, il est franchement tachycarde, il est marbré, il est fatigué, il ne parle toujours pas. Et on n'entend pas le murmure vésiculaire. Le voilà, notre coco. Alors là, on est en version ralentie. Hein. Peut-être que... Bon, on est en version ralentie. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a une grande distension thoracique de base. Il a les côtes très horizontales. Il a un creusement entre les côtes, on voit bien les muscles, et donc il y a un tirage important, mais avec le creusement xiphoïdien, là, il a un ventre quasiment plat, c'est la distension de l'asthme sévère. Vous voyez qu'en haut, ici, il utilise ses muscles accessoires. Ça, c'est dans les formes particulièrement sévères. Parfois, ils utilisent leurs muscles accessoires là, alors qu'ils n'ont pas forcément d'obstacles en haut. Je vous ai dit qu'il y a plutôt les obstacles hauts qui est très... Mais là, il est tellement distendu qu'il faut bien utiliser tout ce qu'on a pour faire rentrer de l'air. Donc, est-ce que vous faites un nouveau diagnostic après avoir vu cette vidéo et ces critères? Il y a peut-être un piège. C'est toujours un asthme aigu grave. Ah, voilà. C'est un asthme aigu grave. En fait, c'est pas seulement de la rhétorique, encore une fois, c'est la manière dont on qualifie les choses. Elles peuvent nous faire rentrer dans des cases et on n'aura pas la même action. Une crise d'asthme grave, sévère, elle arrive aux urgences. Ça va être un code orange, peut-être mettre en code rouge. En tout cas, code orange, il va falloir lui faire des aérosols. Après, si vous classez asthme aigu grave, là, on est tout de suite dans une autre dimension. Il va falloir être beaucoup plus proactif encore et plus rapidement. Là, ça va être un code rouge parce que, vu la manière dont il respire, on n'entend pas l'auscultation, murmuration, il ne parle pas, il est tachycarde, donc il a des troubles hémodynamiques avec des marbrures et il est hypoxique. Celui-là, on n'est pas loin de pouvoir éventuellement imaginer une aggravation avec un arrêt respiratoire si on ne fait pas quelque chose. Et ceux-là on peut avoir des cas qui donnent le change. Je vous dis, il y a des enfants qui donnent le change. Parfois, on voit des enfants qui arrivent, qui parlent encore, et qui ont une respiration très anormale, et vous le voyez arriver par le SAMU, vous dites, oh, bah, finalement, on me l'a vendu, il n'est pas aussi grave que je pensais. Puis vous vous approchez, vous le regardez respirer, vous le regardez, vous êtes beaucoup plus inquiet. Mais parce qu'il continue, il y en a certains qui arrivent encore à parler, qui peuvent donner une fausse impression que finalement ils compensent. Parce qu'en fait, ils essayent de compenser, et puis à un moment, ils arrêtent.
Alors là aussi, on a un score qui est le score de Pram, qui est très proche du score qu'on a vu tout à l'heure pour la bronchiolite, avec les mêmes critères, tirage intercostal, muscle accessoire, sibilant, murmure, saturation. Dans le cas présent, vous voyez qu'il y avait un tirage qui était net et qui était présent. Muscles accessoires, ils étaient aussi présents. Il y avait une expiration des sibilants, murmure vésiculaire qui était presque absent, on aurait presque plus le côté 3, et puis la saturation à moins de 90. Donc là, on avait 2, 4, 6, 8, 9. Donc on est déjà dans une crise vraiment sévère, vraiment asthme aigu grave. Donc il va falloir une prise en charge immédiate. Et donc qu'est-ce que vous faites dans votre prise en charge immédiate? On va appeler le docteur. C'est un jeune interne, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Je vais réfléchir. Bon, pendant qu'il réfléchit, vous préparez des trucs parce que vous savez que de toute façon, il y a des choses que vous allez lui souffler s'il n'a pas d'idée. Regarde dans ton petit protocole de ta poche, à la page 46, tu sauras ce qu'il faut faire. Bon alors, on va le mettre au déchocage. Vous êtes d'accord, asthme aigu grave. Vu la situation de l'enfant, on va falloir le surveiller. On va le cardio-monitorer avec des électrodes. On va lui mettre de l'oxygène, il est hypoxique. Probablement, on va lui mettre une basse concentration. On ne se pose pas trop de questions. Là, si on lui met ses 100% d'oxygène, il est hypoxique, il va falloir améliorer ça. Et puis après, aérosol. Alors, aérosol, le traitement, c'est les bêta-2 mimétiques. Il y a plusieurs façons d'administrer les bêta-2 mimétiques. Le plus facile et le plus répandu, c'est les aérosols. Et dans les formes graves, on faisait très souvent, dans les asthmes aigus graves, des bêta-2 IVSE. Alors, les bêta-2 IVSE ne se font presque plus. Il y a des études qui ont montré qu'en termes d'efficacité par rapport aux aérosols continus, on était presque pareil, et on a un peu moins d'effets indésirables en termes de tolérance. Donc on va faire des aérosols continus. Déjà, on va faire une dose de charge. Ça veut dire qu'il va falloir faire au moins 3 aérosols, c'est-à-dire en continu sur 1 heure, pour qu'il y ait une bonne imprégnation. Et après, au minimum 1 par heure. Et je dis au minimum parce que si le patient, après ces 3 aérosols, il ne s'est pas franchement amélioré, on va continuer des aérosols continus, c'est-à-dire 3 par heure, ce qui va être l'équivalent de l'IVSE. Et on va seulement attendre de discontinuer quand on va avoir une franche amélioration. Dans le cas présent, qu'est-ce que vous attendez comme franche amélioration? Il respire comme une patate, donc vous allez me dire il respire moins comme une patate. Qu'à l'auscultation, ça s'ouvre, il y a un murmure qui passe, qu'il arrive à reparler, et par voie de conséquence, que vous allez avoir une amélioration des troubles hémodynamiques qui sont souvent liés à la distension massive. La distension gêne le retour veineux, donc en fait, ils sont eux aussi précharge dépendants. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, même à cette phase-là, à les remplir un peu. Toujours les remplir si on a besoin de les intuber, parce que sinon ils se désamorcent et ils font l'arrêt cardiaque à l'intubation. C'est pour ça qu'on n'aime pas intuber les asthmes. On peut, dès à présent, il avait des troubles hémodynamiques, j'aurais pu mettre remplissage vasculaire. Corticoïdes, important, ça ne marche pas tout de suite, mais si on prend du retard, on ne passera pas à la phase aiguë. Et on va l'hydrater, évidemment, on ne l'alimente pas. Et voilà. Atrovent, très souvent, on en fait au moins 3 par jour. Il y a des données qui montrent que ça évite le passage en réanimation pour les formes les plus graves. Lui, il est grave. Hein. Donc je pense que là, on ne se pose pas de questions, on fait les deux. Donc il faut être très agressif à la phase initiale, pas hésiter à faire des fortes doses, 5 mg par aérosol pour les grands comme ça, en continu, et on ne lève pas le pied trop vite. Parce que l'effet rebond, quand la crise n'est pas contrôlée, un petit exemple, on a eu un petit asthmatique il y a 3 semaines, qui faisait son 2e asthme aigu grave. Il avait fait son premier asthme aigu grave 1 an avant, révélant l'asthme, passage en réa, VNI, c'est bon. Il sort, traitement de fond, machin, et puis il est revenu 6 mois après, ça allait mieux, il n'avait fait aucune crise, ils arrêtent le traitement de fond en avril, ça se passe bien, et 1 an après, quasiment jour pour jour, donc c'était au mois d'août ou septembre, il revient pour crise d'asthme, un peu moins sévère. Et le papa, le soir, avant la première nuit, dit « je suis inquiet » parce que l'année dernière, au même moment, il s'est aggravé la première nuit. On prend ça par-dessus la jambe parce que bon, ouais, c'est le père, les parents, ils sont toujours inquiets. Bon, je reviens le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La première nuit, il s'est aggravé.
C'est pas pour vous dire qu'ils s'aggravent tous, mais l'asthme, c'est extrêmement instable. Et donc, si j'ai fait un asthme aigu grave, je suis à risque d'en faire un autre. Et que tant que je ne suis pas sorti de la phase aiguë, je peux avoir un rebond. Et le bronchospasme suraigu, c'est ce qu'on craint. Et il est toujours envisageable. Donc vraiment, il faut être très très vigilant avec ces patients-là et les surveiller comme l'huile sur le feu. Alors, oui, alors sulfate, je ne l'ai pas mis là. Je crois qu'il doit être après. Sur des formes très graves comme ça se discute. Maintenant, les urgentistes, autant avant, le sulfate, c'était je passe en réanimation, c'est-à-dire je passe en réanimation, j'ai du salbu IV, je fais le sulfate, soit en réanimation. Puis après, on a vu les choses changer, avec les urgentistes faire le sulfate avant de passer en réa. Et maintenant, ils ont tendance à le faire encore plus tôt. Dans tous les cas, ça veut dire passage en réa quand même. Hein. Mais ça veut dire que beaucoup maintenant l'ont avant de passer en réanimation. Donc dans les formes graves comme ça, j'attendrai de voir comment ils répondent aux aérosols. Il y en a certains quand même qui s'améliorent franchement, hein, même quand ils sont très graves. S'ils ne s'améliorent pas bien après 1 heure ou 2, lui je lui ferai le sulfate. Et de toute façon, il va aller en réa. Donc à évolution H1 peu efficace, persistance du cycle de lutte, oxygénodépendance 4 litres par minute, mais il a une SAT supérieure à 94. L'auscultation ne change pas. Que faites-vous? Donc on l'a passé en réanimation. On a poursuivi les aérosols de bêta-2 en continu. Pour l'instant, on n'a pas levé le pied. Je vous ai dit, les bêta-2 IVSE, on peut encore en faire, mais ça se fait franchement de moins en moins. Ça donne quand même, les bêta-2 aussi, un beaucoup de tachycardie, etc. Mais bon, on a l'impression que maintenant, avec une stratégie bêta-2 continue, on a un effet à peu près comparable. Et le sulfate. Donc le sulfate, ça marche très très bien. Malheureusement, ça peut avoir un effet transitoire. Donc c'est 40 mg kg, on ne dépasse jamais 2 grammes. Et on peut refaire des doses successives. Dans mon souvenir, je crois que certains ont réussi à avoir 3 doses. 3 doses de sulfate sur un peu plus de 24 heures, hein, quand même, hein, pas forcément dans... Et à ce moment-là, on va discuter de la VNI. Parce que bon, le niveau de preuve de la VNI dans l'asthme, modeste, mais vous avez un patient qui respire extrêmement mal, vous êtes à fond les ballons sur le bronchospasme, mais comme dans la bronchiolite, la VNI avec un niveau de PEP peut diminuer le travail respiratoire. Il faut voir que quand on a une hyperinflation dynamique aussi importante, le travail pour faire rentrer l'air, il est considérable. Ils doivent faire un effort respiratoire pour lutter contre la PEP intrinsèque qui est considérable. Donc si vous mettez une PEP surajoutée et que vous avez un niveau pas trop élevé, ça peut permettre de soulager un peu leur effort. Vous allez le voir cliniquement. Si ça les améliore, ils vont vous le dire. Si ça ne les améliore pas, ils vont vous le dire aussi. Alors, est-ce que c'était mieux? Ben là, ça va toujours être oscillant, donc on ne verra pas. Bon, ce qu'on voit... Bon, là, on l'avait mis en position un peu assise, hein, c'était pour tromper le nid, mais il est quand même moins distendu. Il tire un petit peu moins. Et en tirage suspernal aussi. Mais encore une fois, là, il faut me croire parce que c'est vraiment pas probant. Bien. Là, vous voyez qu'il avait le masque de Vény à ce moment-là. Il est passé, à ce moment-là, il avait que la Vény. Ah bon. Il n'a pas aimé ma vidéo. Dommage. Je dois vous montrer les diapos d'après, pour les cas. Bon, c'est le moment de poser une question. Hein. Est-ce que là, il tourne en rond? Ouais. Yes. Merci. On en était là. Alors, donc il s'améliore partiellement avec diminution des signes de lutte en VNI. Et puis à H4, vous arrivez dans la chambre, ça y est, une alarme qui sonne, fuite sur le circuit. Vous arrivez.
Bon, et là, bon, la SAT, il n'y a plus de SAT là, à ce moment-là. Vous trouvez qu'il est quand même cyanosé. Il a ralenti sa fréquence cardiaque, il est à 40 par minute. Et puis, il est beaucoup moins réactif. Que faites-vous? Quelle proposition validez-vous? Alors, que faites-vous? Alors, les propositions. Je débute un massage cardiaque externe et j'appelle à l'aide. B, je vais chercher de l'aide et je reviens débuter le massage cardiaque. Vous faites une désobstruction des voies aériennes, puis 10 insufflations au bouche à bouche, puis vous débutez le massage cardiaque. Vous faites une désobstruction des voies aériennes, puis vous débutez le massage cardiaque. Tout le monde avait fait le diagnostic qui était en arrêt cardiaque. D'accord? On a vu ce matin. Pas de respiration. Il n'a même pas besoin d'avoir une SAT. Il ne respire pas. Il a un teint cyanosé, donc il ne circule pas. Il est aréactif. Il a 42 cœurs, ce qui est quand même pas beaucoup, même pour un grand. Donc là, voilà. Pas de signe de vie. Arrêt cardiaque jusqu'à preuve du contraire. Je commence l'algorithme. Alors, dans quelle proposition vous... C'est compliqué, là. Bien sûr que c'est compliqué, sinon on est en fin de journée, là, c'est compliqué. Alors, la réponse, aucune. Il n'y en a aucune qui est juste. Pourquoi il n'y en a aucune qui est juste? On va voir l'algorithme. L'algorithme, c'est le suivant. Est-ce que mon patient répond? Est-ce qu'il est conscient? Je vais d'abord, si j'ai pas de signe de vie, que mon patient est inconscient, il est donc en arrêt respiratoire. Chez l'enfant, la première cause d'arrêt cardiaque, c'est la respiration. Et la première chose que je dois faire, c'est je peux appeler à l'aide et je ne vais pas chercher de l'aide. Donc déjà, il y avait la réponse, je vais chercher de l'aide, non. Parce que tout de suite, il va falloir avoir une stratégie de restauration de la ventilation. Et donc la stratégie initiale, c'est d'ouvrir les voies aériennes. Parfois, ça suffit. Exemple, un corps étranger, vous ouvrez les voies aériennes, vous enlevez le corps étranger, il re-respire. Dans le cadre de l'asthme, là, ça ne va probablement pas être suffisant, vu la situation. Donc, désobstruction des voies aériennes, soit le patient re-respire très bien, on n'est plus dans une situation d'arrêt cardiaque, sinon c'est 5 insufflations, c'est pas du bouche à bouche, parce que vous êtes en système vous êtes dans un hôpital, donc un embu, mais pas du bouche à bouche, si on n'est pas dans une situation extrême. 5 insufflations, soit je récupère des signes de vie, là je sors de l'algorithme, soit si mes 5 insufflations efficaces n'ont pas été suffisantes pour restaurer un rythme cardiaque, dans ces cas-là, je commence les compressions thoraciques 15 minutes. Donc en fait, je débute le massage cardiaque et j'appelle à l'aide, non, parce qu'il faut d'abord que je ventile. 2, je vais chercher de l'aide et je reviens, et puis j'ai fait mes courses, et puis j'appelle au téléphone. Non, je ne bouge pas, je dois crier à l'aide. Je dis, j'ai besoin d'aide, il faut qu'on vienne m'aider. Dans le service, c'est toujours comme ça que ça marche. J'ai besoin d'aide, on crie, mais on reste auprès de l'enfant. Je fais une désobstruction des voies aériennes, ça me va. 10 insufflations, non, c'est 5, et c'est pas du bouche à bouche. Et je fais une désobstruction, et je débute le massage cardiaque, non, parce qu'il faut que je ventile entre les deux. Donc là, c'est l'algorithme de pédiatrie, celui-là il est vachement important, il faut le connaître. Cette séquence-là, elle est spécifique. Il ne faut pas se lancer dans le massage cardiaque chez un enfant, sauf exception, c'est-à-dire le cas évident d'arrêt d'origine cardiaque. Par exemple, le cas Ou si tu n'as pas de matériel. Hein? Ou si tu n'as pas de matériel. Bah, si j'ai pas de matériel, là, je vais faire du bouche à bouche. Ok, je n'ai pas de matériel. Mais je vais quand même essayer de le ventiler. Le cas typique de celui qui est en arrêt d'origine cardiaque, c'est l'adolescent qui fait l'infarctus sur le stade de foot, quoi. Paf, il tombe. Alors lui, c'est pas un arrêt respiratoire, a priori. Sauf si. Donc dans ce cas-là, oui, celui-là, on va le prendre en charge comme un adulte et on va débuter une réanimation cardio-pulmonaire d'abord. Tous les autres, et dans ce cas-là, c'est un asthme, donc là, il n'y a pas de doute, c'est évidemment une cause respiratoire au premier rang voilà, comme étiologie. Donc il faut restaurer la ventilation. Toc, toc, paf. Et donc, par contre, l'algorithme, à la fin, si je suis après dans cette séquence-là, bah, est-ce que j'ai un rythme choquable ou pas choquable? Dans la plupart des cas, quand c'est d'origine hypoxique, je vais avoir un rythme non choquable. C'est-à-dire que je vais être sur une bradycardie terminale, une asystolie, et donc je ne vais pas être dans une situation choquable. Les rythmes choquables, ça va être ceux pour lesquels il y a un trouble du rythme, hyperkaliémie, etc., ou une cardiopathie sous-jacente. Mais d'origine respiratoire, on va être très souvent dans un non choquable. Et je pense au 4H4T,
pourquoi je pense au 4H4T encore plus pour cet asthme? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Là, il s'est arrêté. Pourquoi? Pneumothorax. Il a possiblement fait un pneumothorax parce qu'il est à risque très distendu, il a une VNI. L'autre étiologie, c'est déconnecté parce qu'on vous a dit ça sonne fuite, donc peut-être que le masque est tombé et qu'il était très hypoxique, donc il a fait une hypoxie sur une ventilation défectueuse. Mais je ne peux pas exclure qu'il a fait donc l'hypovolémie. L'hypovolémie, pourquoi pas, hein, s'il s'est aggravé sur le plan hémodynamique avec une précharge cardiaque. Je ne peux pas exclure non plus, bon, la thrombose, non, pas trop. Le pneumothorax compressif. Alors ça, il va falloir que j'évoque ça en première intention, sinon je n'arriverai pas à récupérer ce patient. Donc il a fait un arrêt cardiaque de courte durée, il a été repris à l'angle du 30 secondes, il a resaturé, il a récupéré un cœur satisfaisant après 1 minute. Il a été intubé, diprivance et occurine. Bon, et après, la séquence d'une ventilation chez un asthmatique, elle est assez codifiée. On ventile avec des volumes courants pas trop bas, pas de PEP, ils en ont déjà suffisamment de manière physiologique. On va tolérer une hypercapnie, on sédate en QRI, c'est la galère à ventiler. Voilà. Il y a des indications d'ECMO là-dedans, on en a parlé un peu. Il y a des patients qui sont vraiment inventilables parce qu'ils ont un bronchospasme majeur. On n'y arrive pas, on leur met des canules d'ECMO. C'est plutôt un très bon pronostic, puisqu'une fois que le spasme il va se lever, parfois au bout de plusieurs jours, on en a eu un l'année dernière. Voilà. Donc le sulfate, on peut en refaire, le salbu-IV, là on peut se lancer dans cette discussion. Donc ce qui est important, c'est vraiment de penser aux détresses respiratoires et d'anticiper celles qui sont à risque, qui commencent à se décompenser sur un plan hémodynamique et respiratoire. Cela, il faut dire qu'il est à risque. Vraiment, il faut le surveiller. Peut-être que celui-là, on aurait pu l'intuber avant. On aurait pu se dire la VNI ne marche pas, il faut peut-être l'intuber dans de bonnes conditions. Mais c'est toujours difficile. Ceux-là, il nous faut toujours, parce qu'on n'aime pas les intuber, on n'aime pas les ventiler. Et donc, on est toujours dans cette discussion de pousser la VNI loin. Parfois, ça passe, et quand ça ne passe pas, ben voilà, c'est dommage d'en arriver. En tout cas, savoir reconnaître les signes de détresse respiratoire chez l'enfant, c'est important. Les signes de gravité et les facteurs de risque. Pour les asthmes, s'il y a un asthme sévère déjà ou instable, c'est important. Dyspnée sifflante, on a vu les deux principales étiologies en fonction de l'âge. Et puis la séquence RCP, alors ça, voilà, retenez juste ça de la journée, et on aura tout gagné. Des obstructions des voies aériennes, 5 insufflations, et après, massage cardiaque, ventilation, si ça n'a pas récupéré.